Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Magazine Pluriel. Théophile Dandakou. Une année nouvelle, selon le calendrier grégorien, 2022 a ouvert ses portes aujourd'hui. Une messe a accueilli ce nouvel an ce matin à Lomé. Des vivres aux militants unir de la préfecture du Golfe. Des personnes âgées et en situation de handicap ont reçu hier des kits alimentaires offerts par le chef de l'État Faure Essaoghna Gnassingbe. Des vœux du nouvel an aux peuples africains, les chefs d'État se sont donc adressés à leurs concitoyens en leur demandant l'optimisme pour 2022. Invité samedi pluriel Pidabi Baoubadi, professeur et maire de Kouza 1, également Sambiani Arzoum, maire de Mandouri, tous exhortent à accueillir l'année nouvelle avec joie. Les échos du palais, les sports et la revue de presse enrichissent ce journal. Les fidèles catholiques ont célébré ce matin la traditionnelle messe du Nouvel An. Elle s'inscrit dans le cadre de la journée mondiale de la paix décrétée par l'Église catholique et célébrée chaque 1er janvier. Le père Albert Amedokou a officié la messe à Hanoukope à Lomé. Il explique le message délivré au monde. La célébration de ce jour a tourné autour de la célébration de Marie comme mère de Dieu. Et c'est aussi la célébration de la journée mondiale de la paix dans l'Église. Le pape donne 3 voies pour la construction de la paix. Le dialogue intergénérationnel, l'éducation. Le gouvernement alloue plus de fonds pour l'armement au lieu de financer l'éducation. Et pour cela, il invite les gouvernements à financer l'éducation, parce que c'est par là que se construisent toutes les valeurs. Le culte du Nouvel An est une occasion du bilan personnel entre l'être humain et son créateur. Kilim Poyodi a recueilli pour cela les explications d'un fidèle. Ce n'est pas une messe totalement chrétienne, c'est une messe pour tout le monde. C'est pour que chacun fasse le bilan de tout ce qu'il a passé une année et pour voir encore de plus quelles sont les perspectives, ce qu'il pouvait faire encore de plus. Il est un peu difficile de s'asseoir et de dire qu'on fait un bilan, parce que ça ne va pas dans le pays, mais par la grâce de Dieu, nous sommes des chrétiens et nous pensons que le chemin serait un peu encore difficile, mais nous y arriverons. À la cathédrale de Lomé, les fidèles ont très tôt ce matin prié pour le Togo et ses dirigeants. Dans son homélie tirée de Genèse 1, versets 14 à 18 et Luc 12, versets 35 à 40, le père Désiré Koudar a exhorté les fidèles à vivre la plénitude de la présence de Dieu. Il a surtout prié pour le chef de l'État, Faure Essaoghna Gnassingbe. Nous avons profité pour attirer l'attention des fidèles sur la présence de Dieu dans notre vie. Dieu est toujours présent quand l'homme est bien portant, quand l'homme a du succès, mais aussi quand l'homme est dans les échecs. Deuxième message, il y a un temps pour tout, c'est-à-dire que l'année que Dieu nous donne est nécessairement une bonne année. Il y aura un temps pour pleurer, il y aura un temps pour être en joie. Mes vœux pour notre nation est que rapidement le coronavirus soit vaincu et que l'essor pris par notre pays dans tous les domaines continue et se renforce. Je souhaite mes bons vœux de santé et de sainte année au président de la République, à son gouvernement, à tous les acteurs politiques
de l'opposition aussi, et à tous ceux qui travaillent pour la dignité des Togolais. Les chefs d'État africains ont souhaité les vœux de nouvel an à leur peuple. Les discours à la nation ont mis l'accent sur l'avenir radieux et les belles perspectives qui se présentent au continent africain. Le tour des vœux présidentiels africains avec Pacom Johnson. En Guinée, le président de la transition Mamadi Doumbouya, lors de ses vœux, a donné des précisions sur la suite du processus de transition. Haute annonce, l'ancien chef de l'État, Alpha Condé, va pouvoir quitter le territoire guinéen pour des soins médicaux. Félix Tshisekedi veut rendre à la RDC ses lettres de noblesse. Dans son message, le président de la République démocratique du Congo s'est félicité d'avoir replacé son pays sur la scène internationale. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara s'est satisfait du retour à la paix dans son pays et a félicité les partis politiques pour la tenue des premières législatives inclusives. Pour 2022, l'accent sera mis sur la bonne gouvernance, l'emploi des jeunes et des femmes, a-t-il martelé. Le président sénégalais Macky Sall, quant à lui, appelle à préserver l'héritage des anciens. Dans son discours, le chef de l'État sénégalais n'a pas manqué de revenir sur le front de la pandémie de Covid-19 où le nombre de cas est en nette hausse. Il appelle une nouvelle fois la population à se faire vacciner. Le président Ali Bongo a aussi présenté ses vœux à la nation gabonaise. Pour une première fois, il a évoqué ses problèmes personnels de santé. Enfin, au Cameroun, Paul Biya salue la tenue prochaine de la Coupe d'Afrique des Nations. Il invite les Camerounais à offrir la plus belle fête du football africain jamais organisée. Des kits alimentaires aux personnes âgées et vulnérables de la préfecture du Golfe. Le geste est du parti politique Union pour la République UNIR. Le président du parti, le chef de l'État Faure Essosono Gnassingbé, a financé ce don. Charles Kondi Agba, membre du bureau des sages UNIR. C'est le président Faure qui, après le discours qu'il a fait à l'adresse de toute la nation, a demandé que nous allions plus précisément vers certaines catégories de personnes. Ces catégories de personnes sont les personnes âgées, les personnes défavorisées, les handicapés, les orphelins, les veuves. Le président Faure souhaite que, avec cette nouvelle année qui va commencer, tout le monde entre dans la joie. Et la joie, parfois, c'est des petites choses. C'est pourquoi nous avons confectionné des kits. Ce sont des kits alimentaires. Nous souhaitons que dans ce pays, nous nous reconnaissons tous comme frères et que dans la paix, nous continuons à bâtir notre nation. Manger excessivement en période de fête est parfois nuisible. C'est le contenu du magazine suivant. Il est présenté par Juliette Camdet. Entre digestion difficile, ballonnement et remontée gastrique, la liste des maux auxquels l'on s'expose n'est pas exhaustive lorsqu'on abuse des repas. Dr Abacho Kossi Maoukou, médecin généraliste à l'hôpital de l'Ordre de Malte de Lavagnon. Les conséquences d'une surconsommation d'aliments et de boissons, surtout alcooliques au moment des fêtes, sont multiples et peuvent avoir une importance majeure sur la santé humaine. D'abord, nous pouvons constater sur le court terme une mauvaise digestion qui peut être liée à une mastication incomplète des aliments ou à un rythme d'ingestion trop accéléré. Nous pouvons remarquer également un inconfort digestif marqué souvent par des éructations, des météorismes, le ballonnement et des bourdonnements abdominaux. Et il y a également des troubles gastriques marqués par des douleurs ou des brûlures estomacales ou épigastriques, des reflux gastro-œsophagiens liés souvent à des aliments à forte teneur en graisse saturée et des cas d'intoxication alimentaire liés souvent à une ingestion d'aliments contaminés par des toxines bactériennes pouvant être à l'origine des douleurs abdominales, des vomissements, des diarrhées. Nous remarquons également la fameuse intoxication alcoolique ou des comas alcooliques qui sont très menaçantes pour la santé humaine et qui peuvent aller jusqu'à engager le pronostic vital des victimes. Il faut noter également la fameuse gueule de bois du lendemain qui se manifeste par une fatigue intense, une somnolence, des fois des troubles abdominaux et des vomissements.
Sur le long terme, nous pouvons constater une exacerbation des conditions pathologiques des sujets qui sont soumis à des comorbidités telles que une hypercholestérolémie, le diabète, l'hypertension, l'ulcère gastrique. Il est tentant, durant les fêtes, de dévorer son plat et tous les mets, connus et même inconnus. Mais attention, nous dit Dr Abato. Nous conseillons à la population de lever le pied sur l'alcool, ne pas mélanger les boissons, surtout bien broyer les aliments avant de les avaler et veiller à une bonne hygiène des aliments. Éviter des aliments trop épicés et l'excès d'alcool, de sucre, de sel et des aliments à forte teneur en graisse. Surtout, s'abstenir de l'exagération et la surenchère. L'alcool déshydrate. Il ralentit le système digestif et provoque des brûlures d'estomac. N'hésitez pas à alterner les verres d'eau et les verres d'alcool pour en calmer les effets. Et si vous ne souhaitez pas limiter votre consommation, répartissez-la au moins un peu tout au long des repas de fête. Pour les repas, la bonne stratégie c'est que les fruits de mer sont peu caloriques, donc vous pouvez vous faire plaisir. En revanche, les féculents, pâtes, pain, pommes de terre, etc. pèsent sur l'estomac et rassasient. Limitez-vous pour avoir de la place pour le reste. Les invités de ce journal magazine, il y en a deux. D'abord, le maire de Koza 1, le professeur Pidabi Paoubadi. Il présente avant tout les atouts de cette commune logée dans une cuvette le long du fleuve Kara. Voulez-vous bien nous présenter votre commune? Par le passé, il y avait une seule commune dans la préfecture et qui couvrait uniquement le périmètre urbain, la commune de Kara. Depuis les élections locales de juin 2019, on se retrouve au niveau de la préfecture de la Koza avec 4 communes. La commune de Koza 1, Koza 2, Koza 3 et Koza 4. La commune de Koza 1, dont je suis le maire, comprend l'ancien périmètre urbain, la mairie de Kara, plus les 4 autres cantons. Le canton de Lama, le canton de Lassa, de Sundina et de Landa. Il faut quand même préciser que le périmètre urbain fait partie du canton de Lama. Donc, en clair, la commune de Koza comporte 4 cantons, Lama, Lassa, Sundina et Landa. Et donc, elle couvre une population de 224 000 habitants, périmètre de 246 km². Les atouts de la commune de Koza 1, c'est quand même la capitale régionale, Kara. Et la ville de Kara elle-même est une ville carrefour qui constitue quand même un centre d'échange économique et culturel. Ville carrefour parce que nous sommes à peine à 3 heures de Parakou au Bénin. À Djougou, c'est à peine 1 heure. Et à moins de 100 km du Ghana, à l'ouest, au nord environ 300 km du Burkina. Cela constitue quand même des atouts remarquables. Du point de vue relief, il faut dire que Kara se retrouve dans une cuvette entourée d'une chaîne de montagnes qui constitue des références touristiques, même si cela doit être travaillé un peu plus pour qu'on ait des sites un peu plus construits, améliorés. Et je crois que ça, c'est notre travail aujourd'hui. En plus de cela, il faut dire que Kara, c'est une ville universitaire avec plus de 20 000 étudiants, des filières professionnalisantes. Et donc, du point de vue ressources humaines, c'est des atouts considérables. Les enseignants-chercheurs sont là, les étudiants aussi. Donc, c'est une jeunesse assez vivante. Nous sommes en train justement d'amorcer un partenariat avec l'université pour que nous puissions tirer le meilleur profit de cet avantage. Il faut aussi dire que la rivière Kara, qui a donné son nom à la ville, constitue également un atout indéniable. Reste que un travail doit se faire. Il y a 2 ans, sinon un peu plus de 2 ans aujourd'hui, que vous êtes en fonction succinctement. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan? Oui, un petit bilan. Nous venons de boucler effectivement 2 ans d'activité dans ce nouveau processus de décentralisation. Notre avantage à la commune de Koza 1, c'est que quand même nos prédécesseurs, je vais parler de la délégation spéciale, nos prédécesseurs ont donc fait leur part. Nous avons hérité d'un plan de développement communal qui couvre la période de 2018 à 2022.
À la différence que ce PDC aujourd'hui ne prend pas en compte les préoccupations des populations relevant des cantons qui ont été adossés à l'ancien périmètre. Il faut donc pouvoir l'actualiser. Depuis que nous sommes là, nous nous sommes dit, mais en attendant d'actualiser notre PDC, il faudrait quand même élaborer un plan de travail annuel. Donc, en 2020, nous avons élaboré un PTA, un plan de travail annuel, qui contient un peu les actions prioritaires que nous devons mettre en œuvre au cours de l'année. Nous l'avons évalué, nous sommes à plus de 50%. Vous savez, Covid aidant, on n'a pas pu nourrir nos ambitions, les mettre en œuvre comme nous l'aurions vraiment souhaité. Nous sommes arrivés, il faut apprendre d'abord à travailler ensemble. Il faut faire l'état des lieux au niveau même de l'administration communale. Ensuite, nous-mêmes au niveau de l'organe délibérant, il faut apprendre également à maîtriser les textes, apprendre à travailler selon les normes. C'est à cela que nous nous attelons depuis. Nous pouvons dire que de ce point de vue, au niveau institutionnel, nous avons fait quand même des progrès. Ça, ce ne sont pas des actions visibles vis-à-vis de la population. C'est de cela qu'il s'agit sur le terrain où les défis sont nombreux et grands. Et donc, de ce côté, je peux vous dire, il faut commencer par mobiliser les ressources. Et là, nous saluons tous les partenaires qui nous accompagnent. Je veux parler du Prodéco GIZ en particulier, bien de l'Union européenne, la coopération allemande. Ils nous ont suffisamment accompagnés. Vous avez vu, les locaux de la mairie ont été refaits. On a fait peau neuve. Ça, c'est un avantage parce que les cadres de travail comptent beaucoup pour le rendement. Il fallait mobiliser les ressources. Il faut voir comment mobiliser les ressources financières parce que c'est le nerf. Là aussi, avec le concours du GIZ, nous avons actualisé le fichier du contribuable numérisé. Nous avons profité justement de cette opération récemment pour lancer la géolocalisation justement des contribuables. Sur 2020 et 2021, nous avons bénéficié d'un fonds qui nous a permis de mettre en œuvre quelques projets. Alors, nous avons dit, pour un début, il faudrait que ces projets du FACS aillent dans les cantons. C'est ainsi qu'au niveau du marché de Landa, c'est des blocs sanitaires, des toilettes autour du grand marché de cette localité. Ces acteurs de l'économie locale comprendront que la mairie est attentive à leur vie, à leur cadre de vie. Parce que les infrastructures marchandes, ça nous tient beaucoup à cœur. Donc, au niveau du marché de Lassa, nous avons amorcé une clôture. Cela nous permettra justement de dégager la voie publique qui est envahie par les populations le jour du marché. Au niveau de Sumdina, il y a justement un marché qui n'a pas de hangar. Alors là, nous construisons un hangar au profit justement des populations de ce marché-là pour que les cadres soient un peu plus vivables. Et au niveau de l'AMA, c'est plutôt du côté de l'électricité. Nous sommes en train de voir avec la société qui va donc assurer une petite extension de l'électricité au profit du village de l'Amacolide. Il y a aussi en ville, sur les prélèvements de financement que nous avons fait sur notre budget de l'année 2021, nous nous sommes dit, les rues, nous ne pouvons pas les construire. Nos moyens sont limités, mais on peut déjà essayer de faire un travail progressif chaque année, assurer un peu le reprofilage. Il ne sert à rien de reprofiler s'il n'y a pas de caniveau. Nous identifions certaines rues et nous allons construire également des petits bouts de caniveau. À Wakada, nous avons identifié une rue. La distance linéaire n'est pas très grande, mais c'est déjà un début. C'est l'occasion de témoigner notre reconnaissance au gouvernement qui, à travers le projet PIDU, projet d'infrastructure de développement urbain, nous a bitumé la rue, l'une des rues les plus difficiles, qui va du collège Chaminade au village d'enfants Inso. Nous souhaitons que le gouvernement s'engage davantage à soulager les populations. Quel est le comportement de la population vis-à-vis de cette pandémie et quel est le message, surtout qu'on est en fin d'année, pour freiner justement cette pandémie? Ce que nous faisons, c'est de relayer justement les recommandations du gouvernement au niveau local. Je saisis l'occasion également pour remercier le président du comité local de riposte contre la Covid-19, monsieur le préfet de la COSA. Les problèmes constatés sont notés et discutés au sein de ce comité et puis des instructions sont données également pour le suivi sur le terrain.
Il y a le point focal, justement, qui est là, qui, tous les dimanches et les vendredis, fait le tour des lieux de culte pour essayer de voir comment nos concitoyens respectent les gestes barrières. Nous faisons également un suivi au niveau des administrations pour voir si les dispositifs sont là, si les gens utilisent les bavettes. Avant même la vaccination, il y a eu beaucoup d'émissions radiophoniques. Là aussi, il faut remercier les partenaires qui nous ont accompagnés pour communiquer justement sur faire des communications de masse. Au niveau de la vaccination, là aussi, il y a un engouement. Ici à Kara, nous sommes en très bonne position en termes de mobilisation pour la vaccination. Monsieur le maire, nous tendons pratiquement vers la fin de cet entretien. Quel est le message à vos administrés et pourquoi pas, je dirais, à la population de votre commune? Le message, c'est celui de bonne heureuse année 2022. Nous venons de parler de la pandémie. J'invite donc tous mes concitoyens à s'engager sur la voie tracée par le gouvernement, le respect des mesures barrières, la mobilisation pour la vaccination, pour que très rapidement nous puissions atteindre l'immunité collective et comme ça les activités économiques reprendront. Et actuellement, il y a également l'extrémisme violent. C'est un sujet extrêmement important. Nous sommes à l'abri. Nous rendons hommage à nos forces de sécurité et de défense, aux plus hautes autorités, particulièrement le chef de l'État, qui s'implique personnellement pour que notre pays soit à l'abri justement de ce fléau sous-régional. C'est un travail collectif. Je voudrais donc nous inviter tous à nous mobiliser, à signaler des cas suspects et ne pas aussi se laisser aller aux facilités parce que très souvent, les djihadistes viennent, ils arrivent, ils habitent en notre sein et de façon insidieuse, comme du cancer, ils sont là. Si nous ne sommes pas vigilants. Monsieur Pidali, merci. Le deuxième invité est le maire de Kwenjal, Amandouri, Sambiani Arzoum, témoigne surtout sa reconnaissance au chef de l'État pour les mesures rapides prises contre l'attaque terroriste. La force Koundouaré, installée dans sa commune, fait également objet de remerciements. Monsieur le maire Sambiani Arzoum, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Veuillez nous présenter votre commune et ses atouts. Merci bien, monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord remercier Radio Lomé pour l'opportunité que notre radio mère m'offre pour parler de ma commune. La commune de Kwenjal 1 est située à l'extrême nord, frontière avec le Burkina et le Bénin. Les atouts de ma commune sont immenses. D'abord, nous avons un bas-fond très fertile, une plaine propice aux cultures du sésame, du soja et de tous les autres produits vivriers. Nous avons également des mares très poissonneuses où on peut pratiquer de la pisciculture. La frontière avec le Bénin et le Burkina est également un atout pour les échanges commerciaux. Depuis la naissance de la décentralisation, notre commune continue toujours d'engranger des atouts. Nous voulons dire merci à l'UNICEF et au gouvernement qui nous a appuyés dans l'élaboration de notre PDC. Et nous pensons qu'avec cet outil, les bailleurs, les investisseurs pourront venir pour investir et nous aider à développer notre commune. Ainsi présenté, est-ce que votre commune a des défis à relever? Les défis, ils sont immenses. Et les défis majeurs, c'est les défis sécuritaires. Vous n'êtes pas sans savoir que notre commune a été victime d'une attaque djihadiste dans le mois de novembre dernier. C'est le premier défi, collaborer avec les forces de sécurité pour endiguer ce mal. L'autre défi, c'est l'ignorance. Parce que chez nous, le taux de scolarisation est très bas. Nous sensibilisons pour que les parents puissent amener les enfants à l'école. Autre défi également, c'est la Covid. Nous sommes en fin d'année où tout le monde court partout. Et donc, il faut continuer de sensibiliser pour épargner nos parents de cette maladie-là. D'autres défis que je peux citer pêle-mêle, c'est le problème d'eau potable. Nous avons des pistes, un canton entier, le canton de Tambigou, qui est resté derrière le fleuve, qui est toujours enclavé. Nous pensons que vraiment, avec l'aide de l'État, nous pourrons trouver des solutions à tous ces différents défis. Vous avez mentionné l'aide de l'État. On voudrait vous demander des efforts du gouvernement en faveur de votre commune. Depuis la mise en place de la décentralisation, je crois que notre commune a été privilégiée. Nous avons des actions, je vais les citer pêle-mêle. La construction du marché moderne de Koundouaré. Nous avons la construction en cours de la haute tension qui va desservir toute la commune de Kwenjal 1.
Nous avons la reprise des travaux du pont sur le Pendial. Nous avons le marché à bétail de Koundouaré, l'un des plus grands du Togo. Alors ça, c'est sur le plan économique. Donc il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, sans oublier les travaux de bitumage de la route Borgou-Mandouri qui sont en train d'être repris. Vous avez la préfecture qui est en pleine construction. Sur le plan sécuritaire, on n'en parle même pas parce que vous savez que nous avons bénéficié de l'opération Koundouaré. Et cette opération Koundouaré implantée dans notre commune constitue une ceinture de sécurité face à la menace djihadiste. L'attaque de Sanlouaga a démontré à plus d'un que la commune de Pendial 1 est dans le viseur du gouvernement en matière d'appui. Et nous profitons ici pour adresser nos profondes gratitudes au chef de l'État qui, dès le lendemain de l'attaque, s'est levé comme un bon père pour venir dans la préfecture de Pendial, surtout dans notre commune pour remonter le moral des troupes, mais surtout pour prodiguer d'utiles conseils. Parce que la paix, la sécurité, ce n'est pas seulement une affaire des forces de défense, c'est une affaire de tout le monde. Et dès à présent, toute la population a compris qu'il fallait collaborer pour que nous puissions endiguer le djihadisme dans notre pays, dans notre commune, qui est la porte d'entrée, puisque nous faisons frontière avec le Burkina. Parlons des femmes et des jeunes. Nous sommes en pleine fête de fin d'année. Alors, y a-t-il des activités particulières? Les activités, c'est le maraîchage, c'est l'achat des produits vivriers pour les revendre à des périodes de soudure. Bref, il y a tout un ensemble parce que nous avons la fin des activités champêtres. Donc il y a des petites activités qui permettent aux jeunes, aux femmes de passer des moments agréables, des moments de fête agréables. Monsieur le maire, avez-vous un message pour vos administrés en ces périodes de fin d'année et de début, surtout de l'année 2022? D'abord, je voudrais souhaiter à tous mes parents, à tous mes frères, une bonne fête de fin d'année. Que l'année 2022 soit une année d'espoir. Mais avant cela, je voudrais quand même appeler tous mes frères à la prudence, à la vigilance. Nous avons toujours les djihadistes qui sont à nos portes. La menace est réelle. Il faut qu'on collabore avec les forces de défense. Il faut qu'on dénonce tout mouvement suspect de population ou d'individus. Nous demandons à nos parents de toujours respecter les mesures barrières, le port des masques, la distanciation sociale. Ils doivent éviter les grandes manifestations parce que la fête c'est chaque jour. On ne va pas fêter bonne année pour ne plus avoir l'espoir de fêter les autres bonnes années ou bien les autres Noël à venir. Monsieur le maire Sambiane Arzoum, y a-t-il des sujets qui vous tiennent particulièrement à cœur et dont on n'a pas parlé ici? S'il y a des sujets, je crois que c'est des remerciements. Je crois que au lendemain de l'attaque de Sanlouaga, le chef de l'État, comme je l'ai dit, s'est levé et est venu témoigner sa compassion. Et ça a été un signe très apprécié. Et par la suite, nous avons vu des actions qui ont été posées. Nous avons des forages qui sont en train d'être faits dans les localités frontalières avec le Burkina et le Bénin. Nous avons des tables bancs qui sont offerts aux écoles qui sont frontalières. Nous avons des motopompes qui sont offerts aux jeunes pour leur permettre, cette période de saison sèche, de pratiquer des activités maraîchères. Donc voilà tout un ensemble de faits que nous ne pouvons passer sous silence. Le djihadisme s'attaque à nos faiblesses, à nos vulnérabilités. Et si le gouvernement prend en charge d'endiguer toutes ces vulnérabilités, nous pensons que c'est déjà une solution, c'est déjà une victoire contre les forces du mal. Je voudrais, pour mon mot de fin, dire merci à Radio Lomé, dire merci aux autorités du pays, à leur tête le chef de l'État, qui a su mettre dans nos mains cet outil qui est la décentralisation, la communalisation, qui a vite compris que pour qu'il y ait développement, il faut qu'il parte à la base. Et nous promettons en faire bon usage de cet outil qu'il nous a donné. Nous allons travailler. Ce ne sera pas facile parce que c'est le tout premier mandat, ça va être difficile, mais nous allons jeter les bases d'un développement harmonieux, d'une décentralisation réussie. Merci, monsieur le maire. C'est plutôt moi qui vous remercie. Écho du Palais, pour poursuivre ce journal, affaire de détournement de fonds à l'Office togolais des recettes OTR. 5 agents ont été interpellés. Ils ont été condamnés à 6 et 7 ans de prison. Retour sur les faits avec Hélène Assabi. Des arrestations ont été menées parmi les agents de l'Office togolais des recettes OTR il y a de cela quelques années.
Elles font suite à l'arrêt des opérations des déclarations douanières constatées dans la base de données Sidonia. La manœuvre, selon les experts, avait été menée afin de faire disparaître des preuves compromettantes de détournement de fonds. Nonobstant cet acte de sabotage, les auditeurs et autres enquêteurs ont pu remonter la piste des auteurs de ces actes et les résultats des enquêtes ont révélé que plus de 17 milliards de francs CFA ont été ponctionnés des comptes de l'OTR. Les 5 agents qui avaient été mis aux arrêts depuis 2015 ont comparu devant la cour d'assises de Lomé. À la barre, les accusés ont tous avoué avoir détourné chacun 8 millions de francs CFA, une somme que réfute l'OTR, estimant que le préjudice s'élève plutôt à 17 milliards de francs CFA. Le rapport de l'audit fourni par l'Office a été réalisé sur la période de 2008 à 2012, alors que les accusés ont été recrutés en 2011, ce qui voudrait dire que d'autres employés aussi se donnaient à cet acte de détournement des deniers publics au sein de l'institution. En conclusion, les 17 milliards volés ne devrait pas être attribué à ces 5 individus, a révélé Maître Kelouani Malia, membre du Collège des avocats de la défense. Mais le jury n'a pas trop fait cas de cette plaidoirie, reconnaissant au final la culpabilité des 5 prévenus qui ont été condamnés à 6 et 8 ans de réclusion criminelle et à payer à l'OTR la somme de 17 milliards de francs CFA. Maître Babagui, qui fait partie du collège d'avocats chargé de défendre les accusés, se dit déçu. On espérait que la condamnation allait couvrir la détention déjà faite, c'est-à-dire 5 ans. Mais la Cour a estimé que c'était pas suffisant et que il fallait les condamner à 6 et 7 ans respectivement. Nous, on avait pensé dans la défense que la détention déjà couverte, puisque ça dépasse déjà le minimum requis par la loi, puisse recouvrer ce soir leur liberté. Mais ce qui n'a pas été le cas. On avisera de ce qu'on fera dans la suite. Parce qu'il faut que les conseils se réunissent et il faut qu'on ait les instructions de nos clients aussi. À samedi prochain. Les sports, la phase allée du championnat national de première division tend vers sa fin. Asco de Kara, leader de la zone nord avec 16 points, confirme sa constance cette saison. Pour la 7e journée qui s'annonce, le club peut consolider sa place de leader face au surprenant Kakadl mercredi prochain. Kilim Poyode. Avec 16 points, les initiés Kondona de la Kouza règnent pour l'instant en maître dans la zone nord, pendant que Semassi et Unisport, 2 clubs très attendus, sont en manque de repères à 9 longueurs du leader. Auréolé de cet avantage, l'association sportive de la Kouza envisage faire un grand pas vers un 3e sacre consécutif en recevant le surprenant Kakadl de Doufelgou en embuscade derrière le champion en titre, son adversaire du jour bien sûr, le vice ASCK et AS Bina le 3e. En cas de victoire des chasseurs de Doufelgou, ils auront 13 points et se rapprocheront davantage du podium. Cette saison, il faut noter que les conducteurs de Kara, 2e à 4 longueurs d'Asco, chancellent et n'arrivent pas à déployer leur rouleau compresseur comme les saisons précédentes. Dans cette zone, voici les autres rencontres. Ifodie reçoit sur ses installations à Atakwame, ASCK justement 2e de la poule. AS Binan 3e recevra Semassi de Sokode en avancée mardi à Kara et en clôture de cette 7e journée jeudi, duel thème entre Sarasport de Bafilo et Unisport de Kolonda. La revue de presse, le phénomène du terrorisme qui prend de l'ampleur dans la sous-région, l'opération de vaccination de la 3e dose anti-Covid-19, la loi de finances, exercice 2022, le tout en un dans le discours à la nation du chef de l'État. Ce sont les principaux sujets à la une des journaux parus cette semaine. Revue de presse hebdomadaire, Léontine Atogima.
Vœu de Faure Gnassingbé à la nation, un discours social relève l'Union pour la patrie. Parlant du social, le bi-hebdomadaire note une avance d'1 mois de salaire aux fonctionnaires, des indemnités de 3 mois de salaire aux retraités et des mesures sociales importantes pour les ménages. Le journal retient également l'accent mis par le chef de l'État sur l'extrémisme violent et le terrorisme. À ce sujet, Faure Gnassingbé trouve que la mobilisation et l'union de tous les fils du pays pourraient apporter une réponse ferme, multidimensionnelle à cette guerre asymétrique et sournoise. L'exécutif a bien noté les instructions du chef de l'État. On peut lire à la une du Messager le ministre en charge de la sécurité qui a réaffirmé la détermination de son département en ces termes. Nous n'allons pas capituler devant la barbarie. Fin de citation. À cela, le libéral ajoute « La sécurité n'est pas seulement l'affaire des corps habillés ». Le ministre Yak Damram a aussi insisté sur une nécessité de collaboration entre les forces de l'ordre et les corps habillés pour détecter les individus suspects qui se cachent dans les quartiers le jour et sortent la nuit pour faire leur basse besogne. À côté de la lutte contre le terrorisme, la lutte contre le Covid-19, le chef de l'État, dans son adresse à la nation, a martelé que le gouvernement continuera de prendre les mesures appropriées pour préserver notre pays d'une propagation incontrôlée de la pandémie, relate le grand quotidien national. C'est ainsi que le libéral annonce la dose rappel de Covid-19. Dunia Le Monde renchérit et précise que le Togo a démarré le 27 décembre dernier l'administration de la dose rappel du vaccin anti-Covid-19 aux personnes ayant déjà reçu leurs 2 doses de Pfizer, Sinovac et AstraZeneca. Aussi, ceux qui ont reçu la première dose de Johnson & Johnson peuvent aller prendre la 2e dose, ajoute la parution. Les mesures sociales pour contrer la cherté de la vie a amené le gouvernement à revoir à la hausse le budget de l'État exercice 2022. En effet, le Parlement a adopté à l'unanimité mardi le budget d'une contenance de plus de 1779 milliards de francs CFA, écrit à Topani. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Pluriel, c'est fini. Il s'agissait d'une année nouvelle. Selon le calendrier grégorien, 2022 a ouvert donc ses portes aujourd'hui. Une messe a accueilli ce nouvel an ce matin même à Lomé. Des vivres aux militants unir de la préfecture du Golfe, des personnes âgées et en situation de handicap ont reçu hier des kits alimentaires. C'était offert par le chef de l'État Faure Gnassingbé. Des vœux du nouvel an aux peuples africains, les chefs d'État se sont exercés et adressés à leurs concitoyens en leur demandant l'optimisme pour 2022. Invité samedi pluriel, d'abord, on a reçu Pidabi Baoubadi. Il est professeur et maire de Kouza 1. On a ensuite reçu Sambiani Arzoum, maire de Mandouri. Tous ont exhorté à bien accueillir l'an 2022. Et puis, les échos du palais, les sports et la revue de presse ont complété ce journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg